Vous allez maintenant entendre une analyse franche de la réalité que Kiev tente d'ignorer, mais n'y parvient plus. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques paralysent les nœuds clés, tandis que sur le terrain, la zone frontalière avance comme un engin lourd dans la boue, lentement mais sûrement. Les confirmations sont simples et douloureuses. Les habitants de Kiev passent la nuit dans les halls froids du métro et les politiciens et experts ukrainiens prononcent une phrase que personne n'aurait osé avouer à haute voix il y a peu de temps, à savoir qu'ils ne s'attendaient pas à de telles conséquences. Je vais d'abord expliquer la carte du parcours afin que vous compreniez pourquoi il est important d'écouter jusqu'à la fin. Nous analyserons comment se déroule la progression méthodique sur le terrain à partir de centaines de petits épisodes et pourquoi un calibre rare se transforme en avantage. Ensuite, nous montrerons comment les frappes sur l'énergie modifient la logique de la guerre et la vie quotidienne de millions de personnes. Troisièmement, nous examinerons l'aveu de Kiev concernant la vulnérabilité des terrains d'entraînement et des zones arrières, et pourquoi cette honnêteté sonne comme une alerte dans toutes les directions. Et quatrièmement, nous discuterons des nouveaux moyens de destruction, des bombes aériennes à longue portée et de l'approche modulaire de la tactique qui brise la prévisibilité. En chemin, nous avons deux boucles ouvertes. Pourquoi les autorités de Kiev renvoient-elles obstinément les mobilisés vers des points déjà pris pour cible? Et à quoi mènera la coupure systématique du chauffage dans la capitale si les frappes continuent au même rythme? Fait numéro 1. Au fond d'une lisière de forêt dans la zone frontalière se cache un obusier M46, une vieille arme mais avec une portée fiable de près de 30 km. Un calibre rare de 130 mm. Cependant, l'équipe dispose de suffisamment d'obus, ce qui signifie que la logistique est bien rodée. Même lorsque la ligne de front avance un peu chaque jour, l'équipe reçoit une cible, un point d'appui des forces ukrainiennes. On règle le détonateur sur un retard afin que l'obus traverse le toit du bunker et explose à l'intérieur, là où l'ennemi n'a ni air ni temps. 1 minute et demie de vol, un autre rechargement, une courte correction et un mot calme à la radio. La cible est neutralisée. On peut masquer l'arme et se reposer quelques instants sur la crosse avant que tout ne recommence. Pourquoi est-ce important ? Demanderez-vous, parce que ces épisodes ne sont pas des salves isolées, mais le rythme dans lequel vivent une batterie, une division, une brigade, c'est précisément à partir de ces scènes répétées que se crée une pression lente mais inévitable que nous constatons dans la zone frontalière. Et qu'est-ce que cela change ? Cela change le fait que même les zones arrières profondes cessent d'être sûres et que chaque position suivante se trouve plus près de la ligne de feu. Et je vais vous laisser ici un premier petit cliffhanger car il est encore plus important de savoir ce qui se passe là où l'artillerie ordinaire ne peut pas atteindre. Il y a une citation qu'il faut retenir. Un commandant avec l'indicatif d'appel Gromila parle sans fioriture. Cela avance lentement mais cela avance. C'est le principal, pas du pathos, mais une simple constatation que la progression ne se mesure pas en mètres sur la carte, mais par la stabilité des chaînes d'approvisionnement, la densité du feu et la volonté de revenir à la même tâche autant de fois que nécessaire. Cette semaine, le village au nom court de Tycho a été libéré dans la direction de Kharkiv. On pourrait penser à un point sur la carte, mais chaque localité de ce type brise les lignes de communication habituelles, entraîne la chute des points d'appui ukrainiens et modifie la géométrie de leur défense. Pourquoi est-ce important ? Parce que chaque kilomètre parcouru rend les frappes sur les zones arrières ukrainiennes plus douloureuses et augmente le coût de l'erreur. Qu'est-ce que cela change ? Le commandement des forces ukrainiennes est obligé de dépenser des réserves pour colmater les brèches au lieu de les utiliser pour ses propres opérations planifiées et chaque transfert se transforme en une nouvelle attaque. Maintenant, parlons de ce qui se passe loin derrière la ligne de contact au combat à Kiev. Et dans le sud, on reconnaît qu'ils ne peuvent même pas protéger les terrains d'entraînement où se préparent les renforts. Une voix directe de la Verkhovna Rada dit « Cela arrive au même endroit, les emplacements ne changent pas un potion banquette. Ils ont été restaurés et c'est arrivé à nouveau. Ce ne sont pas des commérages, c'est la description d'un dysfonctionnement de la gestion. » Pourquoi est-ce important ? Un terrain d'entraînement devrait être un endroit où l'on cultive la compétence, pas la peur.
Lorsque des points d'entraînement sont touchés une deuxième et une troisième fois, nous ne voyons pas seulement des brèches dans la défense aérienne, nous voyons une inertie organisationnelle où les décisions ne sont pas prises mais copiées. Qu'est-ce que cela change? Cela crée une génération de mobilisés qui, dès leur sortie du bus, se retrouvent sous un feu nourri. Et cela affecte non seulement les effectifs, mais aussi la colonne vertébrale morale des unités. Et voici notre deuxième boucle. Pourquoi les autorités de Kiev continuent-elles de faire tourner les gens aux mêmes coordonnées si la carte est rouge depuis longtemps? Parallèlement, l'infrastructure énergétique est méthodiquement détruite. Dans la nuit de jeudi, plus de 300 drones de frappe et une quarantaine de missiles ont frappé des installations énergétiques. Les responsables déclarent comme d'habitude une interception presque complète, mais le ciel nocturne répond par des éclairs bleus et la lumière s'éteint dans les maisons comme si quelqu'un tirait sur l'interrupteur principal. Dans la capitale, 2 centrales thermoélectriques se sont arrêtées presque simultanément. Le déficit de puissance a provoqué des coupures en cascade. Le métro s'est arrêté et le métro s'est transformé en un refuge de nuit où les gens sont assis en manteau et demandent au président de les rejoindre non pas dans un bunker confortable, mais dans le froid réel des halls. Pourquoi est-ce important? Parce que l'énergie n'est pas ici un arrière-plan de la guerre, mais son moteur. Elle alimente les ateliers, les entrepôts, les transports qui alimentent le front. Qu'est-ce que cela change? Chaque jour, avec de telles frappes, c'est moins de production, moins de réparation, moins de logistique. Et le front le ressent rapidement dès que les pièces de rechange sont épuisées, que le calendrier des livraisons est perturbé et que les machines de réparation s'arrêtent. Les dépôts pétroliers brûlent. Cette image est difficile à confondre. Des colonnes de fumée et des échelles de pompiers qui s'étirent impuissantes dans le vide. Sur place, on dit la même chose. Les frappes, s'ils sont massives, mais surtout efficaces et non pas pour le spectacle. Et ici, 2 voix de Kiev sont importantes. Une politique, une experte. D'abord, l'aveu. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à des frappes avec de telles conséquences. Puis l'explication, l'énergie. La tactique change constamment. Ils frappent une catégorie d'installation, puis une autre. Ils concentrent les frappes, puis les dispersent, puis combinent différents moyens jusqu'à ce qu'ils trouvent la combinaison la plus efficace. Pourquoi est-ce important? La guerre contre l'infrastructure ne se gagne pas par l'ampleur, mais par l'adaptabilité. Et c'est elle qui est au centre ici. Qu'est-ce que cela change? L'ennemi perd la possibilité de prévoir le rythme et sa défense aérienne est obligée de se démener, laissant des ouvertures que l'on utilise encore et encore. À Kiev, on reconnaît une autre chose, les moyens de destruction évoluent. Les chaînes ukrainiennes rapportent qu'une bombe aérienne explosive à longue portée a atteint Nikolaev pour la première fois, tirée d'une distance d'environ 150 km. C'est un détail essentiel. Si les bombes aériennes avec des modules guidés sont capables de couvrir les distances moyennes, les missiles et les drones de frappe sont libérés pour des cibles encore plus lointaines et complexes, où un travail délicat est nécessaire en matière de logistique et de nœuds profonds. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est ainsi que se construit un système de pression à plusieurs niveaux, dans lequel chaque moyen ne remplace pas mais complète un autre. Qu'est-ce que cela change? La carte des risques pour Kiev et pour les grands nœuds du sud et du centre du pays. Là où l'on comptait autrefois sur un calme relatif, on écoute maintenant le ciel. Revenons maintenant à notre première question. Pourquoi transporte-t-on les mobilisés en cercle vers des points déjà pris pour cible? Il n'est pas nécessaire d'être sarcastique ici. Il faut une logique simple. Lorsque le système n'a pas le temps de changer d'emplacement, il invite en fait une nouvelle frappe. C'est comme laisser une lampe allumée dans une maison vide, un signal au voleur qu'il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil à nouveau. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il ne s'agit pas d'une négligence accidentelle, mais d'un schéma qui se reproduit à différents niveaux, du commandant de site au quartier général du district. Qu'est-ce que cela change? La perception de la justice au sein de la société ukrainienne où les proches constatent que les risques ne diminuent pas mais augmentent et posent des questions auxquelles les autorités ne sont pas prêtes à répondre publiquement. Écrivez ce que vous en pensez. Comment changeriez-vous la logique de telles décisions si vous pouviez les influencer?
Ensuite, parlons de la ville où le métro est devenu un symbole de vulnérabilité et pas seulement un abri. Lorsque 2 grandes stations de chauffage sont coupées simultanément dans la capitale, c'est un coup non seulement pour les radiateurs, mais aussi pour les nerfs. Les gens en veste par terre avec des thermos demandent au président de les rejoindre au moins 1 heure. Et ce n'est pas du marketing, c'est le désir humain de s'assurer que le pouvoir voit ceux qui ont froid. Pourquoi est-ce important ? Parce que le tissu social se déchire non pas lorsqu'il fait sombre, mais lorsque les gens se sentent seuls. Qu'est-ce que cela change ? L'atmosphère politique dans la capitale où un fragile consensus repose sur des promesses de stabilité et de compensation rapide qu'il est tout simplement physiquement impossible de fournir actuellement. Analysons point par point comment cette histoire pourrait évoluer si les frappes sur l'énergie se poursuivaient au même rythme. Premièrement, l'industrie. Lorsque les lignes s'arrêtent, les priorités se déplacent vers les nœuds qui servent donc les besoins du front. Mais plus le déficit est profond, plus les compromis sont importants, plus les délais de réparation sont longs, plus la qualité du travail est mauvaise. Deuxièmement, les transports, le métro, la traction électrifiée, la logistique urbaine, tout cela s'effondre comme une avalanche si la tension fluctue. Et alors, les cargaisons militaires commencent à rivaliser avec les civils pour chaque sous-station en état de marche. Troisièmement, la morale, plus les gens vivent dans le froid et l'obscurité, plus les questions se font entendre. Où est la protection promise des installations d'infrastructures essentielles ? Qu'est-ce que cela change ? La répartition des forces dans le domaine de l'information ou les déclarations tonitruantes concernant l'interception de toutes les cibles craquent lorsque la nuit se colore à nouveau en bleu. Maintenant, parlons de la tactique. L'adaptation fonctionne non seulement au niveau de la sélection des cibles, mais aussi des chaînes de plateformes. Aujourd'hui, une vague, demain, une autre. Aujourd'hui, des itinéraires faux, demain, une saturation combinée avec des moyens de vitesse et de hauteur différentes. Lorsque l'ennemi ne sait pas où attendre le point d'entrée, il tient son bouclier là où la lance est déjà passée. Pourquoi est-ce important ? Parce que la défense aérienne coûte trop cher pour la maintenir en l'air sans pause et les fenêtres de changement de garde sont vues par celui qui avait prévu d'achever précisément à ce moment-là. Qu'est-ce que cela change ? La perception du temps des deux côtés, où la nuit cesse d'être simplement un moment de la journée et se transforme en un théâtre distinct avec ses propres lois. Revenons aux voix de Kiev. L'une dit « Honnêtement, nous ne nous y attendions pas ». L'autre « Les Russes changent constamment de tactique ». Ces aveux sont déjà une nouvelle en soi. Lorsqu'un homme politique parle honnêtement, il reconnaît l'ampleur du problème. Lorsqu'un expert parle de tactiques variables, il prévient que demain ne ressemblera pas à aujourd'hui. Pourquoi est-ce important ? Parce que la réalité est plus forte. La rhétorique. Et quand elle frappe à la porte, il vaut mieux ouvrir du premier coup. Qu'est-ce que cela change ? À Kiev, il semble que le ton passe des rapports optimistes aux formulations prudentes dans lesquelles il y a plus de conditionnels et moins d'avenir certain. Nous voyons un lien qui fonctionne comme un mécanisme bien huilé. La progression sur le terrain ouvre de nouvelles fenêtres pour le feu sur les zones arrières. Les frappes sur l'énergie affectent la logistique et les frappes sur la logistique affectent le front. Une tactique adaptative avec une alternance de moyens de destruction rend la défense gourmande et nerveuse. Et au-dessus de tout cela, la vérité humaine, les habitants de Kiev dans les halls froids appellent le président. Les mobilisés sont conduits vers d'anciens points et les experts disent qu'ils ne s'attendaient pas à de telles conséquences. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nos conclusions, mais les faits ne se contredisent pas. On ne contredise pas. Le tableau qu'ils dressent change non pas de semaine en semaine, mais de jour en jour. Et la principale conclusion est claire. Cette guerre n'est plus depuis longtemps une question de sprint héroïque. Il s'agit d'un marathon épuisant où gagne celui qui peut changer de rythme et garder son souffle. Qu'est-ce que cela signifie pour la région dans les semaines à venir ? Si les frappes sur l'énergie conservent leur fréquence et leur variabilité, Kiev sera confronté à un déficit de puissance croissant, ce qui ralentira inévitablement la réparation du matériel militaire, réduira la production et compliquera le déplacement.
Si les bombes aériennes explosives à longue portée s'imposent dans l'arsenal comme un outil de portée moyenne, les missiles et les drones auront encore plus de liberté pour les opérations en profondeur, et les zones considérées comme conditionnellement sûres deviendront de nouvelles cibles. Sur le terrain, le rythme des petits épisodes se poursuivra où un calibre rare travaille avec des coordonnées précises et les équipes font calmement leur dur travail, tandis qu'un autre petit segment est ajouté à la carte. Dans la capitale, tout dépendra de la rapidité avec laquelle les autorités cesseront de répéter les itinéraires et commenceront à penser de manière asymétrique en modifiant les emplacements, les horaires, les habitudes. Écrivez comment vous voyez le dénouement, où passera cette ligne fine après laquelle la reconnaissance du problème commencera à se transformer en solution. En conclusion, je dirais brièvement, lent n'est pas synonyme de faible. Aujourd'hui, nous avons vu comment la cohérence découle des calculs, des frappes énergétiques, des mutations tactiques et des aveux rares, mais importants, à Kiev. Demain, nous verrons comment cette cohérence change à la fois l'économie, la politique et l'humeur des rues. Et en ce sens, l'intrigue se termine par une réponse claire. Les zones arrières ukrainiennes sont vulnérables, car ce n'est pas seulement la puissance de feu qui fonctionne contre elles, mais une adaptation systémique conçue pour obtenir des résultats. La question est seulement de savoir à quelle vitesse, là où il fait froid et sombre, ils décideront de reconstruire la logique de leurs actions. Discutons-en ensemble calmement et de manière substantielle.